Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Ayurveda par Nat et Lorraine, le premier podcast francophone dédié à l'Ayurveda. Yoga, méditation, cuisine, épices, phytothérapie, respiration, massage, repos, digestion, saison, curcuma, graines de fenouil. Tout ça, c'est de l'Ayurveda. Nous sommes étudiantes à l'école Gaia Veda pour devenir praticiennes en Ayurveda. Nous vous proposons un podcast bimensuel sous la forme d'interviews ou de sujets co-animés pour vous permettre de découvrir cette pratique et l'adopter dans votre quotidien. Êtes-vous prêts pour ce moment de détente et de bien-être rien que pour vous ? Dans cet épisode 9, nous recevons Lucie Joao, praticienne en Ayurveda dans la région du Pays Basque. Dans son cabinet de Bayonne, bientôt transféré à Urugne, Lucie propose des consultations et des bilans ayurvédiques, mais également des soins de marmathérapie. Avec Lucie, nous allons aborder le thème du féminin dans l'Ayurveda. Nous parlerons des différents cycles dans la vie d'une femme, de fertilité, de maternité, de ménopause. Nous vous donnerons des conseils en termes d'alimentation et d'hygiène de vie pour une belle et une bonne santé féminine. Bonne écoute! Donc bonjour Lucie, merci de nous accueillir chez toi aujourd'hui. Bonjour Lorraine et Nathalie. Donc aujourd'hui nous allons parler du sujet de la santé féminine selon l'Ayurveda. Et nous souhaiterions commencer par l'enfance, qui est la période kapha chez les personnes, chez toute personne. Et du coup, quels sont les conseils ayurvédiques que tu pourrais donner pour une bonne enfance, en bonne santé c'est une bonne question, puis c'est la question un petit peu du moment, justement. Avec un de mes professeurs, en ce moment, on étudie l'obésité infantile, qui est un gros sujet. Pas là où nous habitons, à Biarritz-les-Landes, les enfants sont en bonne santé parce qu'ils vivent dehors. Mais en France, ça augmente. Puis dans les pays d'à côté, l'Espagne, le Portugal et surtout en Amérique, ça augmente énormément. Donc c'est une question, et l'Ayurveda peut apporter énormément de choses par rapport à ça. Parce que justement, on sait que les enfants élevés dehors ont une meilleure tendance à être en bonne santé. Alors l'obésité, c'est pas une question de poids, c'est vraiment une question de santé. Les enfants qui souffrent d'obésité, ils souffrent souvent de diabète, de maladies extrêmement rares normalement chez les enfants, l'arthrite, les maladies cardiaques, etc., parce qu'ils sont en surpoids. Donc c'est pas la question de l'esthétique, c'est vraiment la question de la santé. Et en fait, pour les enfants comme pour les adultes, la question c'est d'avoir une hygiène de vie adaptée à notre constitution et à notre condition d'être humain. Et les êtres humains, c'est comme les poulets, c'est en plein air. Mais justement, est-ce qu'on peut, dès l'enfance, déterminer le dosha d'une personne ? D'après ce qu'on m'a enseigné, on peut, oui, dès les premiers jours. Je sais qu'il y a d'autres écoles qui disent à partir de 3 ans, voilà, d'autres écoles qui disent que non. Moi, j'aime bien l'idée, pour les bébés qui sont nés autour de moi, j'ai l'impression qu'on peut le savoir même encore quand ils sont dans le ventre de la maman, avec le pouls. D'accord, ah oui. Ouais. Ah oui, avec le pouls, t'arrives. Ouais. J'arrive, non, mais oui. J'essaye. Le pouls, c'est quelque chose de très subtil, on n'apprend pas ça en 4-5 jours, même en un an. Et les plus grands maîtres du pouls, ils ont passé des décennies à apprendre le pouls. Donc, non, mais c'est vrai qu'en mettant mes mains à force de prendre des pouls, mais surtout en mettant mes mains sur les mamans, parce que du coup, je leur fais des soins par acupression, les marmas, et en fait j'ai l'impression de sentir, comme je sens le rythme de la maman, je sens aussi le rythme du bébé, puis ça me donne une indication. Et c'est vrai qu'avec les bébés qui sont nés autour de moi ces derniers temps, j'ai l'impression d'avoir vu juste, et on verra quand ils grandiront en fait. Après, c'est vrai que quand on connaît aussi la mère oui. et le père, on peut aussi deviner aussi le dosha ou les doshas de l'enfant, puisqu'il y a une incidence en fait en fonction des parents, en fonction de la période à laquelle le bébé est né, a été conçu, enfin tout ça, ça a une influence sur le dosha aussi de l'enfant. Oui, alors justement, en fonction du dosha, est-ce que dès l'enfance, c'est important de suivre un régime ayurvédique en fonction du dosha de l'enfant ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible ? Oui, surtout en fonction d'éventuels déséquilibres.
Est-ce que c'est recommandé pour moi? Non, pour moi de toute façon même les adultes, d'arriver à un régime alimentaire par rapport à ton dosha, ça doit déjà arriver après avoir fait tout un travail sur un régime alimentaire d'être humain, c'est-à-dire que tu manges des fruits, des légumes frais, de saison, qui poussent dans ton environnement proche, et c'est ça d'abord un régime ayurvédique, et après, une fois que tu as mis tout ça en place, là tu peux aller te poser la question de ton dosha, et du coup te dire, ah oui, bon, ben, dans mon régime alimentaire hyper sain d'être humain, je pourrais l'améliorer, améliorer ma digestion, etc., grâce à un régime adapté à mes doshas. Et du coup, pour les enfants, c'est un petit peu la même chose. Donc, à moins qu'il y ait un déséquilibre, je pense qu'il n'y a pas de raison d'aller adapter le régime à son dosha, surtout que c'est compliqué pour un enfant, parce qu'il ne choisit pas vraiment ce qu'il mange et tout ça. Mais par contre, lui faire manger des choses fraîches qui viennent pas d'un emballage, qui sont bio, et ça, c'est ayurvédique, je crois. Alors, nous avons abordé l'enfance et on va passer à l'adolescence ensuite, période de la vie où apparaissent la puberté, les premières règles, la découverte de la sexualité. Et du coup, la première question, c'est quelle est selon toi, et selon l'Ayurveda, la meilleure protection hygiénique que les femmes peuvent utiliser? Merci de me poser cette question, elle est très importante. Super. Alors, je suis évidemment pour le zéro déchet, donc le moins de déchets, le mieux, et l'Ayurveda, c'est la protection de notre corps et de notre environnement, il n'y a pas de différence entre les deux, donc la protection de l'environnement, ça fait partie de l'Ayurveda, donc le moins de déchets possible. En revanche, là tout de suite, on va penser à la cup. La cup, c'est très bien pour l'environnement, mais c'est moins bon pour le corps. En Ayurveda, on considère qu'on a 5 types de mouvements. Là, je simplifie énormément, mais en gros, on a 5 vents dans le corps qui sont les directions dans lesquelles les directions dans lesquelles se meuvent l'énergie dans notre corps. Et en fait, l'un de ces vents qui est Apanavayu, donc c'est un mouvement qui va vers le bas, c'est le mouvement en fait qui s'exprime le plus dans notre corps quand on a nos règles. Au moment de nos règles, on a du sang qui coule vers le bas, notre corps il élimine vers le bas. Et donc si on a quelque chose qui rentre et qui fait un mouvement vers le haut, ça perturbe cette énergie qui doit aller vers le bas. Et créer une perturbation d'un de ces mouvements vitaux dans notre corps, c'est créer une perturbation de tout le reste. Parce que clairement, c'est du vent. Donc s'il y a quelque chose qui perturbe le vent il va aller souffler ailleurs, il va perturber d'autres trucs. Et là, c'est tout et n'importe quoi. Et du coup, la cup, bien que ce soit pratique et propre et tout ça, c'est pas conseillé d'un point de vue ayurvédique. L'idéal, moi je trouve que ce sont les culottes menstruelles. Voilà, oui, effectivement, c'est un petit peu plus cher parce qu'il faut acheter d'abord 5-6 culottes, ça dépend de notre flux, etc. Mais c'est un petit investissement au début et après c'est très pratique, hein, ça se lave bien, ça se passe sous l'eau, après on le met dans le panier de linge. Moi j'en utilise depuis 3 ans, je crois. Elles sont c'est toujours les mêmes, j'ai pas eu besoin de les changer, c'est très efficace. Après, c'est vrai quand on a un flux très abondant et qu'on peut pas changer de culotte au milieu de la journée, qu'est-ce qu'on fait avec notre culotte là, du coup il faut penser à d'autres solutions, voire rajouter peut-être un pad dans la culotte si besoin, ou voir la cup quand on est dans le jour vraiment de très abondant, mais la cup c'est à éviter. Les tampons on oublie, les serviettes hygiéniques on oublie, ça pollue la planète, ça pollue votre corps avec tous les produits chimiques qu'il y a dedans. Et donc du coup pour continuer un peu dans les menstruations, les différences entre les femmes, il y a beaucoup de femmes je pense qui ont des symptômes prémenstruels, des douleurs aussi, ou qui peuvent avoir des maux de tête, des crampes, et que ça peut être vraiment une période assez douloureuse pour elles. Pourquoi certaines femmes ont ça, pourquoi d'autres non, et voilà, d'où ça vient ces douleurs? Bon, la réponse est beaucoup plus complexe que celle que je vais donner, mais clairement la période de menstruation c'est une loupe de notre état. Nous les femmes on a cette chance là en fait justement d'avoir ce moment où notre corps prend le dessus en gros et nous montre ce qui va pas, comment ça marche, est-ce que ça marche. Et du coup on sait très bien en fait
quand ça va pas parce que nos règles sont comme ci, sont comme ça, et généralement on sait l'identifier, même si on n'est pas totalement connecté à son corps, justement ce moment où là on se reconnecte et on identifie. Pour moi, pour moi et pour mes professeurs surtout, les symptômes prémenstruels sont des signes de déséquilibre dans le corps. Ce n'est pas normal d'avoir des douleurs, ce n'est pas normal d'être trop émotionnel, d'être trop ci ou ça. Évidemment, ça nous arrive à toutes, et ça dépend des périodes, mais la norme, en tout cas le signe de bonne santé, c'est de n'avoir aucun symptôme prémenstruel. Donc, on sent dans notre corps que ça arrive, mais on ne doit pas avoir de douleur. Si on a des douleurs, c'est parce que notre corps essaye de nous dire quelque chose, et du coup, il faut l'entendre et le traiter. Et généralement, ce sont en fait les déséquilibres qui viennent des autres choses. Alors, pourquoi le cycle menstruel varie d'une femme à l'autre? Certaines femmes qui ont leurs règles tous les 26 jours, d'autres tous les 30 jours. Est-ce que ça dépend du dosha? Oui, ouais, exactement, ça dépend des doshas. Et c'est d'ailleurs un des moyens d'identifier le dosha de la personne, de savoir comment est son cycle. Généralement, un cycle court, c'est Vata, donc un cycle qui est inférieur à 28 jours. Généralement, les personnes très Vata, c'est 23-25 jours comme ça. Puis ça dure 2-3 jours et puis c'est très peu abondant. Une personne qui va être complètement Kapha, généralement, elle a un cycle assez long, 30 jours, puis ça dure 6-7 jours. Les personnes Kapha ont tendance à être plus fertiles aussi. Elles ont cette abondance. Et les personnes de type Pitta, là c'est plutôt moyen, comme toujours en fait. Pitta c'est 28 jours avec 4-5 jours de règles très abondantes. Par contre c'est comme ça qu'on reconnaît des règles de type Pitta, c'est très abondant. Ouais, donc c'est un moyen de diagnostic, puis aussi un moyen de mieux se connaître. Donc là maintenant nous allons passer à la période Pitta de la vie d'une femme qui est l'âge adulte. Et la question qu'on avait aujourd'hui, c'était les problématiques les plus courantes que tu rencontres pour les femmes adultes que tu as en tant que cliente. Quelles sont par exemple les maladies que tu rencontres le plus lors de consultations? Ouais, ce qui revient le plus souvent, et c'est très local, parce que quand j'avais mon cabinet au Portugal, il y a quelques années, toutes mes clientes je faisais des massages, toutes mes clientes étaient sous antidépresseurs. Depuis que je suis en France, au Pays Basque, presque toutes mes clientes prennent des laxatifs. Et donc je sais pas si c'est les médecins qui se passent le mot, si c'est et en fait donc c'est pas du tout la raison pour laquelle elles viennent. Généralement les femmes constipées trouvent que c'est normal. Généralement la constipation c'est quelque chose de féminin, c'est normal, et puis tant mieux parce que c'est un peu moche d'aller aux toilettes. En Ayurveda on considère qu'il faut aller aux toilettes tous les jours, faire l'équivalent de 1 à 2 bananes par jour le matin, ça c'est un signe de bonne santé. Et donc voilà, pour répondre à ta question, en fait, généralement elles viennent pour des choses diverses, on pourra y revenir, mais le déséquilibre le plus commun chez toutes les femmes qui viennent au cabinet que je rencontre, c'est la constipation. C'est vraiment et clairement la constipation en Ayurveda c'est grave. C'est le début de ce qui va pas aller après. C'est à ce moment-là qu'il faut intervenir, et généralement même quand déjà ça va pas après, c'est sûrement parce que y avait un problème de constipation, et il faut le traiter avec des choses toutes simples comme boire de l'eau chaude le matin au réveil. En revanche, je leur demande, donc ça c'est ce que moi je constate le plus. En revanche, ce qui les inquiète, ce qui revient le plus souvent, je sais pas, j'ai l'impression qu'elles sont toutes avec leur individualité. Qu'est-ce qui revient le plus souvent? Bon, le stress, évidemment, le besoin de se détendre. Mais en termes de déséquilibre vraiment physique, les questions hormonales. Ouais, beaucoup les questions hormonales, du coup, qui sont liées aussi à la menstruation, à tout ça. Les questions hormonales, c'est complexe en médecine ayurvédique comme en médecine moderne. C'est très subtil. Et du coup, la réponse, elle est subtile aussi, et très individuelle. Mais toujours pareil, l'essentiel, c'est de revenir à l'équilibre. Et, parce que les hormones, ça peut être un problème physique, ou aussi un problème mental, entre guillemets, du mental.
Et du coup, déjà, il faut arriver à identifier quelle est la cause à la base, arriver à rééquilibrer. Moi, je travaille beaucoup du coup avec la marmathérapie pour les hormones, c'est idéal vu que c'est subtil, sur du subtil, ça fonctionne bien ensemble. Les plantes, ça marche assez bien aussi, mais dans tous les cas, revenir à une alimentation, l'exercice, etc. Dans l'Ashtanga Hridayam, un des textes classiques de l'Ayurveda, il est écrit un des shlokas, c'est de la poésie, et puis ça a été écrit il y a genre 3, 4, 5 000 ans. Donc c'est pas, il se prenait pas la tête avec le sexisme et tout ça, mais c'est écrit, le shloka, il dit il existe 20 maladies de yoni. Donc yoni, c'est les organes de la femme, ceux qui sont vraiment spécifiques au corps de la femme. Donc il existe 20 maladies de yoni, elles sont toutes causées par une mauvaise alimentation. Voilà. Donc du coup ça répond à beaucoup de questions des personnes qui viennent en consultation. Clairement on va toujours aller regarder l'alimentation. Moi je travaille beaucoup avec les 4 piliers de Mateus, mon professeur du Brésil, qui sont du coup les 4 piliers de la santé selon lui, qui sont l'alimentation, enfin la bonne alimentation, l'alimentation adaptée, le sommeil adapté, l'exercice, c'est la respiration adaptée, et le silence. Puis c'est carrément de l'Ayurveda, on utilise beaucoup la méditation, les soins, les moments pour soi, et d'ailleurs dans le cycle de la femme, il y a cette question de quand on est dans cette période de flux où ça coule, on devrait essayer d'être en silence et de s'observer un petit peu plus. Et ouais, le silence, clairement, c'est ce qui manque dans notre modernité, qui est dans une période très vata, tout est très stimulant, tout va très vite, et aussi très plus tard, on a beaucoup d'objectifs, il faut réussir, et ci et ça. Il nous manque un peu d'eau, un peu de rien, là. Si on faisait juste rien. Et surtout lors de cette période, puisque j'avais lu qu'en Inde, justement, les femmes, lors de leur période de règles, elles étaient un peu mises à l'écart, pour justement prendre du temps pour elles, et c'était le moment où elles faisaient un peu du créatif, qu'elles mettaient en avant vraiment leur créativité, leur imagination, et par exemple dans les règles un peu, lorsqu'on a nos règles, il faut pas dormir dans le même lit que son conjoint, il faut manger plus léger, il faut dormir, ne pas se masser, voilà, s'habiller en blanc, j'avais lu ça aussi. Donc, pas très pratique. Voilà, ouais, c'est pas très pratique, c'est sûr. Mais voilà, il y avait plusieurs règles et c'était assez marrant comment ils voyaient en fait cette période vraiment où il fallait que la femme elle soit protégée en fait. Presque dans un cocon, parce que voilà, c'était sa période de recueillement. C'est beau que tu dis ça, puis c'est très intéressant, puis du coup j'aimerais revenir dessus aussi parce que souvent il y a eu une déviation de cette croyance qui est oui, dans les cultures traditionnelles de l'Inde ou dans les cultures musulmanes, etc., que la femme est sale quand elle a ses règles. Non, en fait, justement, dans les textes, il est écrit que la femme doit se retirer, entre guillemets, quand elle a ses règles, justement pour prendre ce temps pour elle. Et du coup, c'est très beau ce que tu viens de dire, ça illustre exactement ça. Et pourquoi on ne dort pas avec notre mari quand on a nos règles? Pour la même question que la cup, il n'y a rien qui rentre. C'est le moment où ça sort, rien ne doit rentrer. Même pas ton mari. Oui, les rapports sexuels lors des règles ne sont pas du tout recommandés. Ouais. On va passer à la maternité. Pendant la maternité, est-ce que la femme enceinte doit suivre un régime alimentaire en particulier? Est-ce qu'il y a un dosha qui est prédominant pendant la grossesse? Oui et oui. Le dosha prédominant pendant la grossesse, je crois qu'il y a aussi 2 écoles. Je pense que généralement c'est kapha, puisqu'on est dans une période de construction, de donner la vie, d'eau, donc plutôt kapha, mais aussi dans une grande période de changement, donc il y a aussi vata quand même qui intervient. Il n'y a pas trop pitta et on essaye d'avoir le moins de pitta possible parce que les bébés ça aime bien les environnements douillets, humides et un peu frais et pas trop froid mais surtout pas trop chaud, donc on essaye d'avoir moins de pitta, effectivement c'est kapha je pense la réponse classique. Et par rapport à l'alimentation, oui, c'est une alimentation équilibrée par rapport à ce que la maman, par rapport à sa constitution, mais aussi du coup pour le bébé, pour la maman avec un bébé, là on va réduire beaucoup les épices, beaucoup ce qui est piquant, les épices piquantes. Et du coup, l'accouchement ensuite est une période, c'est une aggravation de vata.
Comment tu conseillerais de le gérer au mieux, par exemple, si tu as une cliente qui vient te voir et qui doit accoucher, est-ce que tu fais des accompagnements comme ça et quelle est la meilleure façon de gérer cette période d'aggravation? La version classique est, qui n'est pas du tout appropriée, mais la version classique est que la maman et le bébé doivent rester 40 jours à la maison, recevoir des massages tous les jours et ça prend un village. Voilà. Et donc aujourd'hui, à Biarritz, on fait pas comme ça. Dans les Landes non plus, je pense. Donc du coup, ce qui est très très important, c'est toujours la même chose en fait, c'est l'alimentation, le sommeil, etc. Mais dans ce cas-là, effectivement, l'accouchement, du coup, c'est Apanavayu qui est mis en avant, en bas en fait. Et du coup, il peut y avoir très facilement des perturbations d'Apanavayu. Donc là, avec les postures de yoga. Donc le yoga post-natal c'est super, avec les bébés c'est super, les massages c'est très important, que ce soit par un thérapeute ou par le mari ou par la maman ou peu importe, mais le massage de la mère, enfin l'oliation de la maman et du bébé c'est important. Aussi parce que le bébé et la maman, l'huile protège le microbiome, le microbiote, c'est très important l'oliation. Et puis le massage ça fait du bien, c'est chaleureux, c'est de l'amour et on a besoin de réconfort. La maman elle a vraiment besoin de ça. Après l'accouchement, souvent on s'occupe que du bébé, mais en fait il faut s'occuper de la maman parce que le bébé il est encore dans la maman à ce moment. Enfin, il est plus dans la maman physiquement, mais le bébé et la maman restent connectés pendant au moins 40 jours, voire les premiers mois. Et du coup traiter la maman c'est traiter le bébé et en fait elle a besoin du coup de reprendre des forces, elle a besoin de sommeil, énormément de sommeil, elle a besoin de soutien et de yoga, de posture de yoga. Alors est-ce qu'il y a des plantes à prendre, à privilégier avant, pendant et après la grossesse? Il y a une plante magique, il y a la classique de la grossesse, de l'avant, de pendant, de après. La classique pour les femmes aussi, qui est Shatavari, qui est une plante de Rasayana, donc de rajeunissement, comment on dit en français, rajeunissement. Et c'est une plante qui déjà se trouve très facilement dans les épiceries bio, etc. Moi j'ai un peu de réticence par rapport à prendre des plantes ayurvédiques sans avoir consulté quelqu'un, ou sans savoir vraiment ce qu'on a. Même si oui, pendant la grossesse, dans une certaine dose, et surtout avant la grossesse, Shatavari peut accompagner. Mais les plantes ayurvédiques sont très efficaces. Et en fait, comme elles sont très efficaces, elles ont un grand pouvoir sur notre corps et notre esprit. Et si elles sont pas prises au bon moment, ou dans le bon dosage, ou pendant la bonne période, etc., la bonne saison, elles peuvent avoir aussi des effets négatifs. Bon, c'est pas de l'allopathie, on va pas ruiner complètement vos bactéries et vos microbes avec des plantes ayurvédiques, mais par contre on peut créer des déséquilibres et c'est dommage quand même. Par exemple Shatavari, cette plante qui est très connue pour la femme, la grossesse et la ménopause aussi. En cas d'aman encore, s'il y a beaucoup de pollution dans le corps, elle peut favoriser ça. Et puis aussi elle est très rafraîchissante, donc pour une personne qui est déjà très froide, qui n'a pas beaucoup de feu digestif, une personne qui est frileuse, une personne qui est enfin c'est pas toujours bon, elle sera jamais nocive, mais c'est pas toujours indiqué. Donc les plantes ayurvédiques c'est après avoir appliqué les 4 piliers dans sa vie déjà. Et pour continuer un peu sur les soins, quelle huile ou quels soins recommanderais-tu pour une femme enceinte et pour le bébé? Et est-ce qu'il est par exemple possible de faire une séance de marmathérapie pour la maman, pour le bébé ou pour la maman enceinte? Marmathérapie pour le bébé, honnêtement, je sais pas. En tout cas, je m'y risquerais pas, moi, personnellement. Sûrement par des grands maîtres. Mais de toute façon, moi, une des règles que j'ai appris, c'est qu'on ne traite pas les bébés, on ne traite pas les enfants jusqu'à 8 ans, on traite leur mère. Ouais. Donc, moi, généralement, quand une maman m'appelle pour son enfant, je dis non, je vais vous voir vous. Puis on va discuter, puis en fonction, si là il y a vraiment quelque chose, si l'enfant a vraiment un trouble, après du coup je peux voir ce qu'on peut faire pour l'enfant, mais je vais toujours d'abord traiter la maman. Ça veut pas dire que la maman a le problème du tout, ça veut dire qu'en traitant la maman on va forcément apaiser l'enfant, parce qu'il y a ce lien. Et donc du coup pour le marma, je vais le faire à la maman. Je vous avoue que mes petites nièces et tout ça, elles adorent les soins, mais
fais plus, en consultation, je prendrais pas un enfant, déjà, il va pas avoir la patience d'avoir mes touchés subtils là sur ces différents chakras, c'est bizarre. Et il y a des enfants qui ont la patience, mais pas tous. Mais par contre, pour les mamans, c'est très, c'est super parce qu'en fait, justement, comme ça travaille sur le côté subtil et donc du coup sur le rééquilibrage hormonal, beaucoup sur Apanavayu, ça aide les mamans après l'accouchement, à n'importe quel moment. Pendant la grossesse, c'est super beau les soins, parce qu'en fait on sent vraiment que le bébé réagit. Généralement la maman elle a des sensations avec le bébé, puis c'est très joli. Il n'y a pas de contre-indication. Il y a des contre-indications sur certains points. Les points d'Apanavayu, quand la dame est enceinte, on ne les fait pas, par exemple. Mais il n'y a pas de contre-indication pour le soin en soi. Le massage, c'est bon, c'est toujours bon, le massage. Sauf en cas de gros excès de kapha ou d'ama, mais généralement le massage c'est bon. Il y avait la question des huiles. Quelle huile on recommande? Pareil, ça dépend de la peau, ça dépend des doshas. Généralement, le sésame c'est pas mal, sauf si on est très pitta, si on a très chaud, tout ça. On évite le sésame, mais généralement c'est pas mal. Moi j'aime beaucoup l'huile d'olive. Clairement l'huile d'olive, c'est local, ça pousse à côté de chez nous, donc il y a sûrement des choses qui nous sont bénéfiques. Et c'est tridoshique, donc c'est valable pour toutes les constitutions. Oui, ça sent pas très bon, mais de toute façon on n'est pas censé garder l'huile, donc tout va bien. On va passer à la période de la maturité. La maturité. La maturité, j'aime bien dire comme ça, maturité, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de... On peut pas dire d'une femme de 50 ans qu'elle soit vieille, mais pour autant elle est parfois ménopausée. Donc j'aime bien ce terme de maturité. Est-ce que toi t'emploies un autre terme? Non, je sais pas, c'est vrai que j'emploie pas vraiment. Oui, on a tendance à dire entre nous l'âge vata, les trucs comme ça. Oui. C'est vrai que je m'étais pas posé la question, mais c'est joli la maturité. Et la ménopause. Alors voilà, c'était ça la grande question. Ouais. Comment gérer sa ménopause, voire même, je dirais, comment gérer sa pré-ménopause. Comment préparer sa ménopause? Ben, la ménopause, c'est comme les règles. On n'est pas censé avoir de symptômes. C'est censé bien se passer, tout couler. Et ça fait partie du rythme de la vie. Et les douleurs, non. Et les émotions, non. Et tout ça, enfin, trop d'émotions et des bouffées de chaleur et des douleurs, c'est pas normal. Donc, c'est exactement le même principe que les règles, en fait. C'est... notre corps là il fait une loupe parce qu'en fait donc c'est un changement, c'est un bouleversement hormonal, donc c'est une hyper grosse loupe sur ce qui va pas dans le corps. Tant mieux, ça nous permet de régler ça avant justement de devenir un peu vieille et de plus avoir la force. Donc là c'est ce moment là où on a toute notre capacité physique et mentale de se rendre compte là je vais peut-être mettre des habitudes en place un peu meilleures pour moi, pour mon avenir, pour rester jeune, pour rester en forme et tout ça. Et donc du coup voilà, il faut savoir que la normalité, enfin le signe de bonne santé, c'est d'avoir une ménopause qui coule tout simplement. Il y a quand même, j'en vois régulièrement des femmes dont la ménopause est quelque chose de positif, elles n'ont pas eu vraiment de sensation. En revanche, elles se sentent libérées de leur cup et tout ça. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voilà, on sait que donc du coup que la ménopause c'est plutôt une période vata, c'est une période de changement, et aussi que c'est hormonal. Donc, qu'est-ce qu'on recommande? De s'écouter, d'avoir un régime alimentaire adapté à sa constitution, mais aussi maintenant un peu plus vata, un peu plus orienté par rapport à vata. Donc, manger cuit, manger chaud. Vraiment là, l'oliation tous les jours, c'est important. Mettre de l'huile sur sa peau tous les jours. Et tout ce qui va réguler en fait notre niveau de stress. Donc si vous l'avez pas encore fait, c'est le moment. La méditation, les respirations, les pranayamas, c'est vraiment très important pour les hormones. C'est vraiment ce qui régule. Pour moi, c'est ce qui traite les problèmes de thyroïde, tout ça. On ne devrait pas dire ça en Ayurveda, mais clairement, moi, personnellement, j'ai la maladie de base d'eau depuis mes 20 ans. J'ai 37 aujourd'hui. Elle est parfaitement régulée, sans traitement, grâce à mes pranayamas quotidiens. Et bien sûr, l'alimentation qui va avec et tout ça, mais principalement les pranayamas. Et donc du coup pour la ménopause, voilà, les mettre en place ce genre de routine. Puis on a plus de temps aussi en général à la ménopause parce que du coup les enfants sont partis et que on arrive à un âge où on prend plus de temps pour soi. Alors, généralement elles ont envie, les femmes mûres, de prendre plus de temps pour elles, et tant mieux parce qu'en fait c'est exactement ce qu'il faut faire. Et du coup mieux manger, mieux dormir,
mieux s'exercer et plus faire de silence. Ouais, et moi ce que je constate chez les personnes beaucoup plus âgées, c'est vraiment au-delà de ce qui se passe dans le corps, c'est vraiment ce qui se passe dans le mental. Et là, je vois une vraie différence entre les personnes, justement, dans les constitutions, les doshas. Les personnes de constitution à tendance plus kapha vieillissent beaucoup mieux. Déjà, leur peau vieillit beaucoup mieux, elles prennent moins de rides parce qu'il y a plus d'eau, etc. Mais aussi, elles gardent cette joie, cette gaieté que généralement elles ont toujours eu, des bonnes vivantes comme ça. Mais en fait, quand on vieillit, c'est vraiment une bonne chose à garder. Et les personnes qui sont d'une constitution plutôt vata, la vieillesse c'est difficile parce que du coup ça s'augmente, et là c'est vata sur vata sur vata, et ça crée énormément d'anxiété. Et là vraiment, enfin pour moi c'est au-delà des troubles du corps. Oui, il y a la question du vata dans le corps avec l'ostéoporose, mais vraiment je les vois fragiles, tremblantes, sèches, extrêmement sèches, et là au-delà de l'alimentation, là je vais aller sur de la phytothérapie. Alors nous avons une petite question rituelle dans ce podcast qui est la question de l'instant de gratitude, et c'est pour savoir qui tu aimerais remercier, ou de manière générale, qu'est-ce que tu aimerais remercier. J'ai l'impression d'être aux Oscars. Je remercie mes parents. Je remercie par rapport à l'Ayurveda et à tout ce que ça m'apporte dans mon quotidien, pas par ordre d'importance, pas par ordre chronologique, et je vais essayer d'en faire pas beaucoup, mais clairement Alex Duncan, qui est mon professeur de l'école Ayurveda Source. Alex Duncan, c'est un personnage très atypique, très perturbant, et la perturbation c'est excellent pour l'apprentissage. Et donc c'est Alex tout de suite que j'ai envie de remercier, mais tous mes professeurs, parce qu'en fait j'ai la chance d'avoir rencontré énormément de gens très sages et qui m'ont appris beaucoup de choses. Et j'ai passé 1 an dans un ashram en 2016, et pendant 1 an on a vécu selon les règles entre guillemets ayurvédiques. C'est-à-dire qu'on essayait de manger le plus ayurvédique possible, puis observer les autres, c'est de s'entraider, se servir, etc. Et parce que l'Ayurveda, on parle beaucoup de la santé du corps, la santé mentale, etc. Mais l'Ayurveda, c'est aussi servir les autres et être une communauté, être ensemble, être avec son environnement, être en cohérence, en conscience. Et du coup mes camarades de Art of Living. Voilà. Ok. Quels sont tes projets à venir? J'ai un super projet. J'ai un super projet, c'est que là dans 2 semaines je pars aux États-Unis faire une formation avec Dr Ladd. Dr Ladd, pour les non-initiés, c'est le maître vivant de l'Ayurveda. Enfin, c'est vraiment une des plus grandes références. Et il a son école à Albuquerque, et donc cet été je vais faire 2 stages avec lui, un sur les marmas pour approfondir du coup ma connaissance des marmas avec des gurus, et un autre sur beaucoup plus surprenant et pas, ce qui est pas ma spécialité, et justement je vais faire ce stage parce que je sens qu'il y a un besoin et que j'ai pas toutes les compétences sur la spiritual healing, guérison spirituelle. C'est un peu moche en français, guérison spirituelle, ça fait un peu bizarre, mais non, je vais pas faire des choses bizarres, ésotériques et parler avec les anges et tout ça. En revanche, on va travailler beaucoup sur les mantras, la méditation, tout ce qui fait partie de l'Ayurveda mais qu'on voit un peu en dehors du schéma classique, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on passe pas 6 ans en Inde à étudier pour un BMS. Et donc du coup je vais faire ça cet été, je suis extrêmement heureuse de faire ça. Et à la rentrée j'ouvre un 2e cabinet à Urugne, et dans le joli petit village d'Urugne, et ça me réjouit beaucoup parce que ce sera un espace plus grand, plus confortable, où on pourra avoir de beaux moments. Voilà. Très bien. Alors, merci beaucoup de nous avoir accueillis, et
belle continuation à toi avec ces super projets. Merci à vous les filles, c'est très agréable et c'est important votre travail de diffusion de l'Ayurveda de qualité et ouvert à tous. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci pour votre écoute. Si comme nous vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!